Bonjour et bienvenue sur le 139e épisode du podcast Kanpai. C'est la 38e émission au format voyage, une émission que j'ai le plaisir de partager avec toi Marjorie. Salut Marjorie. Bonjour Charlie. Et aujourd'hui, notre épisode de préparation au voyage au Japon est consacré à la voiture et à la traduction du permis de conduire. On vous explique ici tout ce qu'il y a à savoir pour bien conduire au Japon, que ce soit en tant que touriste ou en tant que nouvel expatrié. Et Marjorie, si le Japon est un pays de train que l'on ne cesse de mettre en avant ici sur Kanpai, c'est aussi le train qui reste le premier et le meilleur moyen de transport pour voyager entre les grandes villes notamment et sur la Golden Route. La voiture permet d'explorer l'archipel hors de son tissu urbain, essentiellement la campagne japonaise, la montagne et aussi pour les grandes îles les plus éloignées telles que sur Hokkaido ou Okinawa. Donc en fait on va se servir de la voiture soit pour les belles routes scéniques dont on va parler en fin de podcast, soit tout simplement pour le côté pratique puisqu'il y a des endroits au Japon évidemment où il n'y a pas forcément assez de trains ou de bus. Je rappelle que l'archipel est extrêmement montagneux. Et conduire au Japon est relativement facile et sûr, on va le rappeler d'ailleurs pendant cette émission. Et si ce mode de transport paraissait plus cher et plus compliqué il y a quelques années, ça s'est davantage démocratisé aujourd'hui, notamment pour les touristes internationaux, depuis la forte augmentation des JR Pass en octobre 2023 qui ont pris cher, on va dire. Ce qu'on pouvait faire par le train à pas trop cher, même en prenant le train pendant longtemps ou en changeant de train, aujourd'hui, c'est revu un peu, le choix est revu et de plus en plus de touristes choisissent la voiture pour avoir une liberté de voyage, pour pouvoir accéder à des sites et que ça soit finalement moins cher que le train. Et c'est un peu le côté négatif finalement de cette... un des côtés négatifs de cette augmentation de JR Pass, c'est que finalement ça a fait vraiment baisser l'intérêt de ce pass qu'on encensait à juste titre pendant des années. Et c'est aussi ce qui explique qu'on n'avait pas parlé vraiment de la voiture jusque-là, qu'elle avait assez peu de place sur notre média, puisque le train prenait beaucoup d'ampleur, il avait beaucoup d'avantages. C'est ça. Et d'autres avantages que l'on peut trouver évidemment avec la voiture, ce sera le côté road trip avec plus de liberté, que ce soit dans ses horaires ou dans ses itinéraires. Ça apporte une certaine intimité entre famille ou entre amis, donc c'est un côté pratique. Et puis évidemment, autre côté pratique, on peut facilement transporter ses bagages pour les personnes qui aiment être chargées. Oui, il faut adapter la voiture en conséquence. Oui. Mais du coup, oui, pas besoin de passer par du Taiko Haibin ou etc. On peut prendre avec soi ses bagages s'ils rentrent dans le modèle de la voiture qu'on aura choisi. Et si tout ça paraît simple, quand on est touriste étranger, qui plus est résident en France et que l'on souhaite louer une voiture pour voyager au Japon, eh bien il y a quand même quelques modalités qui s'appliquent et qu'il faut respecter, surtout pour lesquelles il ne faut pas passer à côté, c'est-à-dire pas s'y prendre au dernier moment. À commencer par la traduction de permis, sur laquelle on va pas mal insister aujourd'hui, et d'autres infos pratiques sur lesquelles on va revenir, notamment les parkings. Oui, voilà, il y a tout un ensemble de choses à savoir et quand on a un permis français, en fait, le permis international, on le redira, ne fonctionne pas et on doit absolument avoir une traduction du permis en japonais à faire au Japon uniquement. Et ça sera, que ce soit pour louer ou pour conduire, de toute manière, vous en aurez besoin. Et c'est indispensable, vous n'aurez jamais accès à une voiture si vous ne présentez pas les bons papiers sur place. Et tu peux nous faire peut-être un petit point vocabulaire avant qu'on passe au sommaire, Marjorie. Oui, juste 2 mots donc pour dire voiture et automobile. Donc tout ce qui est voiture en japonais, on va dire kuruma. Et donc c'est issu le kanji qui est associé à ce mot, donc est un kanji qui vient donc de la langue chinoise. Donc il se dit aussi sha. Et donc le mot pour automobile, ça va être jidōsha. C'est aussi un suffixe qu'on va utiliser dans tout ce qui est moyen de transport. Donc densha pour le train, jitensha pour le vélo, etc. Donc voilà, un petit point vocabulaire. Sinon, kuruma, ça va être le mot le plus commun que vous allez entendre et qui est la lecture japonaise du kanji sha. Et puis sur Kanpai, on a quand même de quoi vous aider sur cette thématique de la voiture et de la traduction de permis, et aussi sur Kota Été. Oui, donc on a 2 articles pour le moment sur Kanpai qui est louer une voiture et conduire au Japon. Et un autre article, c'est utiliser son permis de conduire au Japon, où là vous avez donc toutes les informations pratiques sur la traduction. Et sinon, n'hésitez sur les Kota Été, vous pouvez les faire un tour parce que beaucoup de nos lecteurs et lectrices se posent des questions entre eux et y répondent, notamment sur tout ce qui est dernières choses à visiter, sur des idées d'itinéraires à faire en voiture qui sont très adaptées, etc. Donc n'hésitez pas aussi à aller fouiller un peu dans Kanpai.
Et oui, récemment, c'est une lectrice, il me semble, ou un lecteur qui a posé sur le quota été de Campai la question du prix du carburant depuis la situation avec le conflit iranien. Eh bien, ça a des conséquences au Japon. Donc, il y a des personnes qui soit reviennent du Japon et ont ces informations-là, soit qui sont au Japon et qui peuvent vous répondre. Oui, on vous fera un point tout à l'heure sur le prix moyen du carburant. Mais c'est vrai que ça reste, tout ce qui est question d'actualité, vous aurez aussi des informations sur Campai. Et avant de poursuivre, c'est le moment de vous inviter à noter nos podcasts et aussi nos articles sur campai.fr ou alors nos podcasts sur vos plateformes de streaming sur lesquelles vous nous écoutez. Mettez le maximum d'étoiles, un pouce ou quelques commentaires. C'est toujours bon pour les algorithmes et nous, ça nous fera évidemment très plaisir. Et on va dire une fois par mois, on va essayer aussi de mettre en avant certains commentaires sur nos réseaux sociaux. On fera des posts Instagram avec des citations. On a déjà commencé à faire le mois dernier. Et donc, merci encore pour votre fidélité. Et au sommaire du jour, on se lance. Donc, on va parler de comment louer une voiture au Japon en première partie. Puis, on va s'attarder sur les guides de bonne conduite, on va dire, au Japon. Donc, c'est là vraiment pour vraiment conduire au Japon. Oui, et quelques règles, les limitations de vitesse, la réglementation, quelques règles à savoir et qui peuvent être un peu différentes de chez nous. Et enfin, on terminera par une sélection des meilleures destinations à visiter lorsque l'on a à disposition une voiture lors de son voyage au Japon. Et donc, petite précision, on va beaucoup parler de voitures et d'automobiles. Mais sachez que les informations qu'on va vous donner tout au long de ce podcast concernent également tout ce qui est les 2 roues motorisées. Donc si vous louez une moto ou un scooter, chose qui peut arriver aussi au Japon, ou si vous voulez faire un tour de kart en ville, les fameux tours qu'on voit de kart urbain, sachez qu'il vous faut le permis de conduire, il vous faut la traduction et respecter toutes les réglementations qu'on va vous donner. Oui, surtout qu'avec les mauvais comportements des touristes à l'étranger, en tout cas, ce qui est un peu exacerbé par les médias, les erreurs ou approximations. Eh bien, c'est de plus en plus montré du doigt et il y a pas mal d'entreprises où on ne sait pas trop si tout est déclaré, si tout... Voilà. Donc voilà, c'est pas quelque chose que nous on va recommander forcément à Campai, mais en tout cas vous avez besoin de votre permis si vous voulez faire ça. Et puis pour ce qui est des motos, c'est vrai qu'il y a des personnes qui nous posent des questions parfois sur des road trips à moto, qui ont des parcours en tête, des choses qui sont très connues au Japon. Et vu qu'on n'est pas de motards, nous ici on a moins cette culture, mais ça existe. Oui, mais de toute façon, ce qu'on va vous donner, ça ira bien avec. Et scooter, c'est plutôt dans les petites îles, on peut louer des scooters. Je pense beaucoup à Okinawa, ça se fait aussi pas mal. Et bien maintenant, on va pouvoir aborder cette première partie pour tout savoir sur comment louer une voiture au Japon. Et il faut savoir que l'éligibilité de base, c'est être âgé de plus de 18 ans et avoir un permis de conduire valide dans son propre pays. Pour ce qui est du permis de conduire, le point indispensable à gérer en amont, c'est bien la traduction de permis qui doit être traduite, comme tu le disais, Marjorie, en japonais. C'est ce qui vous permet d'avoir une autorisation de conduire sur place au Japon. C'est sur du papier spécial, c'est un document administratif officiel. Vous ne pouvez pas imprimer ça sur une page blanche, ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une traduction de permis ? Eh bien, le permis de conduire délivré par la France ou encore la Belgique, la Suisse ou l'Allemagne, Monaco ou encore Taïwan. Si vous nous écoutez d'ailleurs depuis ces contrées, bienvenue à vous, on est content de vous recevoir. Ces permis-là ne sont pas reconnus au Japon, ni la version internationale, comme tu le disais tout à l'heure aussi en introduction Marjorie, car le Japon ne reconnaît pas les permis internationaux émis sous la Convention de Vienne sur la circulation routière de 1968. Il n'accepte que les permis internationaux émis sous la Convention de Genève de 1959, donc c'est un petit peu technique. C'est pas le seul d'ailleurs, il y a aussi le Canada qui fonctionne ainsi. Oui, c'est des petites subtilités. Personnellement, je ne savais pas qu'il y avait 2 conventions internationales différentes sur la circulation routière et qu'en fonction des pays, en fait, les pays reconnaissent un peu les 2, mais administrativement, il peut y avoir des différences. Et là, en fait, c'en est une. Et donc là, le Japon ne déroge pas à sa règle, vous ne pourrez pas faire autrement. Non. Est-ce que tu peux nous dire, Marjorie, comment on fait pour faire cette traduction de permis et qu'on soit sûr d'être tranquille une fois sur place au Japon ? Alors, il y a une seule administration officielle qui est agréée à le faire au Japon, qui s'appelle la JAF, pour la Japan Automobile Federation. Et donc, tout se passe au Japon. Faut se mettre dans l'idée ça. Donc, depuis novembre 2022, la démarche se fait uniquement en ligne et donc nécessite d'être physiquement au Japon. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas vous connecter avec une connexion en dehors des frontières. Ça va vous bloquer.
Donc ce qu'il faut, c'est remplir la demande de délivrance en ligne via une application donc disponible uniquement au Japon. Il y a sur le site internet officiel de la JAF une notice d'information en français et dans d'autres langues européennes, occidentales, etc. Ensuite, on règle en ligne les frais de 6 000 yens, donc c'est environ entre 30 et 35 € à l'heure actuelle. Et ça, ce sont des frais qui sont en place depuis le 1er avril 2026. Avant, c'était 4 000 yens, donc ils ont augmenté de 2 000 yens ces derniers temps. Donc ça, on peut le payer en ligne soit par carte bancaire, soit aussi possiblement de le payer en argent liquide. Je vous le dirai comment après. Ensuite, vous attendez la notification de mise à disposition de la traduction à un délai qui peut aller jusqu'à 2 semaines, donc tout en étant déjà au Japon, je tiens à préciser. Et après, une fois que vous avez en fait votre notification donc par mail comme quoi c'est OK, votre traduction est prête, vous allez dans un combini, de préférence un 7-Eleven, pour imprimer la traduction sur du papier sécurisé. Donc vous avez en fait des bornes qui sont adaptées à ça. Les combini, ce n'est pas que pour acheter des onigiri et des cafés. Ça sert aussi à beaucoup d'administration pour payer des factures quand on habite, d'électricité, pour aller retirer des billets de billetterie, de concerts, de musées. Aussi. De baseball, voilà. Et ben ça marche aussi pour aller retirer les traductions de permis. Donc là, faut aller, faut vous demandiez, soit vous trouvez la borne et vous savez vous débrouiller, soit vous demandez en fait au vendeur qui est là, qui peut vous aider. Donc c'est imprimé sur 2 feuillets et il faut aussi payer l'impression. Donc c'est 20 yens en moyenne par feuille. Donc c'est un coût à le faire en plus. Et c'est là qu'après vous pouvez soit régler tous vos frais en argent liquide sur place, si vous n'avez pas voulu le faire par carte bancaire en ligne, soit vous avez quand même environ 40 yens à prévoir pour l'impression. Donc il faut savoir que la JAF n'expédie pas à l'étranger et aucune traduction ne peut être effectuée par email, par voie postale ou sur présentation physique dans l'un des bureaux japonais de la JAF. Chose qui était faisable jusqu'à récemment, c'est-à-dire on pouvait se présenter dans les bureaux, mais face à une demande croissante ces dernières années, ils ont arrêté en fait cet accueil physique puisqu'ils n'ont pas les capacités de le faire et donc c'est uniquement une demande en ligne via le site, via l'application officielle. Alors, est-ce que tu nous dis là, Marjorie, c'est vrai que ça paraît un peu compliqué parce que si, par exemple, je pars 3 semaines au Japon, j'ai quasiment un délai de 2 semaines sur place, oui. Donc c'est pas cool ce que tu me racontes. Le Japon, ça reste des démarches administratives. Et pour rappel, même si c'était clair, la démarche que tu nous as proposée là, elle se fait en ligne, mais c'est vrai qu'il faut se connecter depuis le Japon. Oui. Donc c'est vrai que c'est pas forcément intuitif parfois, mais évidemment, il y a une solution à tout ça. Il n'y aurait pas d'intérêt à louer une voiture pour le Japon. Peu de demandes, oui, ça serait que pour les touristes qui restent assez longtemps. Sinon, pour trouver une solution pour faire la démarche avant de partir et surtout gagner du temps sur place et avoir déjà son sésame dans l'avion, on peut passer par une agence de voyage qui est agréée par la JAF, donc il y en a plusieurs. On vous recommande bien évidemment Keikaku pour tout ce qui est pour les francophones. Donc il s'occupe à votre place des formalités auprès de la JAF, réceptionne votre traduction de permis et vous l'envoie chez vous en France avant de partir ou alors au Japon à votre hôtel si vous souhaitez cette solution-là. Sachant que souvent on peut avoir besoin de la voiture dès qu'on sort de l'aéroport, donc c'est bien de l'avoir avant, mais si vous avez du temps, par exemple vous passez 3-4 jours, je sais pas, sur Osaka ou Tokyo, eh bien vous pouvez vous faire livrer à votre hôtel. Ouais. C'est ça, à vous de voir suivant votre planning. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut effectivement prévoir un délai suffisamment long, on dirait en moyenne au moins 1 mois avant de partir, pour avoir le temps d'aller à la JAF, de vous faire à votre place et de vous le renvoyer. Donc et vous payez aussi en euros directement, donc pas de frais de change, etc. Vous avez un package complet qui vous assure d'avoir votre traduction de permis. Sur place, pour louer la voiture, il vous faudra montrer l'original de votre permis de conduire français ou belge, etc. Enfin tous les pays qu'on a cités tout à l'heure. La traduction en japonais et aussi le passeport correspondant. Donc tout ça au nom de la même personne, c'est-à-dire du conducteur principal en général, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, donc le document, comme on le disait tout à l'heure, il ne fait pas office de permis de conduire, c'est une autorisation, donc amenez bien votre propre permis physique. Oui, et tout sera surveillé. Ouais, les noms seront surveillés. On regardera la validité de votre permis de conduire. Alors, ce qui en France est marrant, est amusant puisqu'il n'y a pas de fin de validité de permis de conduire. Mais c'est des choses qui sont vraiment... si vous avez ces 3 choses-là en bonne et due forme, ça va très bien se passer. S'il y en a un qui manque,
vous ne pourrez pas malheureusement louer sur place votre voiture, même si vous l'avez réservée auparavant. Et vu qu'on parle d'administration à la japonaise, soyez très vigilants sur l'écriture de vos noms, prénoms, etc., qu'il n'y ait pas d'erreur, parce que sur place, après, ça peut être embêtant. Si jamais il y avait une erreur, ils peuvent rester assez souples, mais on va éviter. Oui, c'est pour ça que si vous passez par Keikaku, ils vont vous faire cette précorrection en avance. Ils vont vous dire si votre passeport, si votre permis, il est OK, et que tout, coordonne bien, que tous les noms et prénoms correspondent et qu'il n'y ait pas de souci. Et avec ce que tu nous disais tout à l'heure, Marjorie, sur la façon de faire si on était sur place, là, si vous passez par une agence, par exemple par Keikaku, eh bien, il faut comprendre que derrière, il y a une personne qui physiquement va faire toutes ces démarches pour vous. Donc, c'est normal que ça prenne du temps et qu'il faut faire au moins ça 1 mois à l'avance, parce que oui, ça reste de la traduction, mais il y a quelqu'un de l'agence de Keikaku qui va aller sur place, dans un bureau JAF pour traduire tout ça, faire traduire tout ça, récupérer, envoyer le colis par UPS, pour que tout soit fait dans de bonnes conditions. Et bien, il faut s'y prendre au moins 1 mois à l'avance, voire plus si c'est possible. Comme ça, vous êtes sûr d'être tranquille. Oui, c'est ça. Puis vous serez sûr d'avoir votre traduction de permis en bonne et due forme. Donc ça, c'est quand même un souci en moins une fois qu'on arrive sur place au Japon, de ne pas avoir à traiter de l'administration en plus, surtout si on ne parle pas japonais. Un peu comme les JRPA, je trouve c'est toujours étonnant de se dire que ce pays si avancé, ne fonctionne encore alors pas que, mais vraiment encore beaucoup par le papier. Donc tout ce qui est autorisation, on insiste lourdement là-dessus. Vous ne pourrez pas le faire avec un QR code ou autre, ou recevoir un mail au dernier moment si vous avez oublié votre permis de conduire. Ou la photo de votre permis de conduire. C'est pareil, ne présentez pas la photo de votre permis de conduire. C'est l'original que vous emmenez au Japon. Voilà, je pense qu'on a bien insisté là-dessus. Amenez tous vos papiers. Et faites attention de ne pas le perdre du coup. Ouais. Et donc, on va pouvoir passer à autre chose. La seconde étape, ça va être le loueur de voitures au Japon, puisque les principaux loueurs de voitures sont les suivants. Alors, il y en a évidemment d'autres, mais on vous cite les plus connus et ceux avec qui nous, on a un peu plus d'expérience. On va parler par exemple de Nissan, Toyota, Nippon Rent Car ou encore Times Car Rental. Donc, c'est les options les plus simples et les plus fiables, souvent pour un premier road trip notamment. Il y a de grandes agences de location au Japon avec un énorme réseau physique très présent dans les gares et les aéroports. Voilà, et donc ça sera plutôt des agences japonaises qu'on va retrouver. Tout ce qui est loueurs internationaux comme Budget Rent Car ou alors Hertz, Avis, etc., il y en a au Japon. Mais sachez que si vous passez par les Nissan, Toyota, ça sera aussi très bien. Sinon, d'autres noms qu'on peut vous donner, il y a Orix Rent Car qui est très populaire pour les road trips à petit budget, donc économique, pour ceux qui ont un voyage économique à faire. Et il y a OTS Rent Car qui est aussi très populaire à Okinawa, puisque il est présent donc à Nara sur l'île principale Honto et aussi sur les îles Miyako-jima et Ishigaki-jima, qui sont les 2 autres grandes îles populaires de l'archipel d'Okinawa. Et ils sont présents logiquement à l'aéroport. Et du coup, ça peut être aussi un loueur que vous allez retrouver localement si vous souhaitez trouver une voiture pour voyager à Okinawa. Donc ces démarches de location, on peut les faire en avance. Souvent, ce sont des sites qui sont traduits en anglais. Vous pouvez parfois en trouver en français, mais surtout en anglais. Vous pouvez aussi prendre en avance si vous voulez être sûr d'avoir assez de propositions, notamment pour des endroits assez populaires comme sur Okinawa, où on a besoin de s'y prendre en avance pour louer des voitures, puisqu'il y a assez peu de transports en commun sur les îles. En tout cas, elles ne sont pas forcément pratiques. Oui, puis l'offre reste limitée à un moment donné, en fait. On est sur des petites îles. À un moment donné, il y a un nombre de voitures maximal qui peuvent circuler. Vous pouvez vous y retrouver avec des comparateurs comme Booking ou encore Tabirai au Japon, ou alors directement sur les sites officiels des loueurs que tu viens de citer, Marjorie. Et vous pouvez aussi passer par des agences de voyage. Keikaku, là encore, pourra répondre à vos besoins, puisqu'elle va pouvoir s'occuper à la fois de la traduction de permis et vous proposer aussi des tarifs de location et se charger de toute l'administratif pour vous. Et en plus, vous allez pouvoir payer en euros si c'est quelque chose que vous préférez faire en avance. Oui, comme ça, vous n'avez pas besoin de faire les comparateurs de prix, vous n'avez pas besoin de passer du temps en fait à chercher une bonne voiture. On va le faire pour vous suivant vos besoins, le nombre de passagers et l'itinéraire que vous souhaitez faire. Et si vous voyagez dans des périodes que vous savez de haute fréquentation touristique au Japon, eh bien il faut s'y prendre vraiment en avance. On parlait tout à l'heure des îles sur Okinawa, mais il y a aussi la période de juillet-août où les Japonais peuvent être pas mal en vacances. Il y a aussi pendant la Golden Week début mai. Et pour le juillet-août, je n'ai pas cité, mais il y a Obon mi-août
et aussi le nouvel an, tout début de l'année. Donc voilà, il y a des grosses périodes dans l'année où il faut soit éviter, soit s'y prendre en avance pour être sûr d'avoir un véhicule sur place. Oui, et puis parfois vous pourrez avoir des tarifs préférentiels si vous êtes assez en avance, jusqu'à 30% moins cher. C'est un peu comme l'hôtellerie, ils peuvent faire des réservations, j'ai le terme en anglais, c'est early bird. Mais early bird, moi je le vois sur les trucs d'hôtellerie. Et au niveau du prix, eh bien, on va dire que ça dépend. On va bauder en touche parce que ça dépend des locations, ça dépend aussi de vous, ce que vous souhaitez sur place, la durée de location, le type de modèle, est-ce qu'on veut un SUV, un monospace, une voiture sportive, quelque chose de compact, sachant qu'au Japon, ils ont des voitures très compactes, on va dire. La taille des véhicules est quand même souvent plus petite. On parle des kei-car ou keiji dosha. Il y a des petites voitures comme ça. D'ailleurs, quand j'avais loué une voiture, j'étais agréablement surpris parce que je voulais une petite voiture carrée et j'ai eu une petite voiture carrée. Oui, c'est un peu l'image qu'on se fait de l'automobile japonaise. Et on veut des fois dans un road trip faire son road trip en kei-car. Et c'est totalement possible. Il y en a plein en fait au Japon. Oui. Après, sachez que voilà, c'est adapté à la morphologie des Japonais. Donc si vous rentrez dans les cases, vous, ça ira très bien. Mais si vous êtes très grand, vous serez un peu serré. Le prix, ça dépend aussi de la saisonnalité. Comme on le disait tout à l'heure, il y a des périodes de haute fréquentation touristique, donc là, ça peut être plus cher. Et pensez qu'au Japon, c'est pas forcément très courant. Déjà, le road trip en lui-même, ce qui fait que on n'a pas forcément possibilité de restituer le véhicule dans un autre endroit que celui de départ. Donc, si vous, admettons, vous voulez partir de Tokyo pour aller jusqu'à Hiroshima, par exemple, eh bien, c'est pas que c'est pas faisable, mais selon les agences, eh bien, il faut bien se renseigner. Encore Tokyo, Hiroshima, je pense que c'est bon parce que c'est très connu, mais il y a des endroits, moi je sais que du côté de Kanazawa, on pouvait pas forcément faire ça. En tout cas avec l'agence que j'avais sélectionnée. Oui, et puis de toute façon, ça vous sera aussi plus coûteux. Vous aurez une surcharge là-dessus. Dans ces cas-là, préférez ce qu'on vous a donné, les plus grands loueurs de voitures qui ont un réseau physique le plus dense, on va dire, et qui pourront absorber cette option-là. Sachez que les 4 grands constructeurs japonais sont donc, je vous le rappelle, Toyota, Nissan, Honda et Mitsubishi. Et globalement, vous allez rouler avec une voiture japonaise. Oui, ce sera un comble de ne pas le faire là-bas. En termes de tarifs moyens, on peut parler d'environ 55 €, soit 10 000 yens par jour pour une voiture berline standard. Et côté véhicule plus petit, du côté des kei-car, on va plutôt compter 5 000 yens, on va dire 2 fois moins par jour. Oui, ça c'est vraiment des tarifs pour vous donner un ordre d'idée, une première enveloppe. Faut le prendre avec des pincettes puisque ça dépendra de la saisonnalité puis après de tout ce qu'on ajoute à la location de voitures pour conduire. À savoir encore que la majorité des véhicules que vous allez louer au Japon, ils roulent à l'essence ou alors ce sont des hybrides parce que l'électrique, le 100% électrique est assez loin des objectifs encore japonais. Il a du retard par rapport à l'Europe là-dessus avec un développement jusque-là limité mais une volonté de tout changer d'ici 2050. Donc on verra comment ça va se passer pour sortir de la voiture thermique. Pourquoi le Japon n'est pas à l'électrique comme chez nous ? En fait, le pays a préféré initialement parier sur les véhicules à hydrogène. Et c'est comme ça qu'ils voulaient à l'époque faire des automobiles propres. Mais ce segment, en fait, s'est développé finalement beaucoup moins vite que l'électrique. Et Toyota, qui est le premier sur le marché mondial des hybrides, bloquait un peu en fait le développement des électriques parce que c'était pas du tout sa stratégie à lui. Et du coup, on trouve depuis très longtemps des voitures hybrides au Japon, depuis avant que nous en fait on se mette à l'hybride et à l'électrique. Mais aujourd'hui, on trouve davantage de voitures électriques en France qu'au Japon. Donc c'est des petites choses, mais c'est vrai qu'elles ne font pas de bruit non plus trop les voitures japonaises puisque la plupart sont quand même hybrides. Et sachez que la plupart des voitures japonaises fonctionnent du coup avec une boîte de vitesse automatique. Voilà, pas d'inquiétude à passer des vitesses, vous n'en aurez pas besoin. Oui, et c'est très agréable. Surtout quand on apprend à conduire de l'autre côté. Oui, et puis que vous êtes en montagne, c'est quand même plus agréable de ne pas passer les vitesses. Oui, c'est ça. Ouais, là, concentrez-vous sur la route et la voiture, normalement, va fonctionner à peu près facilement. Et on peut passer, Marjorie, à quelques conseils pratiques, pas pour la conduite pour le moment, mais plus tout ce qui est lié encore
à la location. Alors sur place, il faut présenter, comme on le disait, ses papiers d'identité, passeport, permis, plus la traduction, avec aussi une carte de crédit qui va servir pour le dépôt. Donc il faut sans doute avoir assez d'argent aussi dessus pour faire cela. Oui, voilà. Et si vous avez ce combo-là, vous pourrez arriver au comptoir sereinement. Il y a quelques instants, on parlait du budget. Eh bien, le budget va pouvoir augmenter selon le niveau d'assurance que vous allez prendre. Si votre carte bancaire ne suffit pas à tout couvrir, eh bien, sachez qu'il y a des assurances évidemment à prendre pour vous couvrir, vous et le véhicule. Oui, chaque loueur vous proposera de toute façon un niveau minimum d'assurance qui sera obligatoire. Après, pour une certaine tranquillité d'esprit, on vous recommande de prendre parfois le pack complet en fait, c'est-à-dire un niveau d'assurance maximal, le temps de la location de voiture, et ça comprend notamment ce qu'on appelle la NOC, donc c'est la Non-Operation Charge. Donc ça, c'est une assurance qui permet d'être exonéré des frais d'immobilisation, donc c'est à ne pas négliger parce que en cas d'accident, ou si vous avez un peu ripé le véhicule et qu'il nécessite des frais de réparation, de nettoyage et donc qu'il soit immobilisé, en fait que le loueur vous dise bah voilà, vous me ramenez la voiture mais je note ça et je vais avoir 3 jours d'immobilisation, bah, vous allez payer en fait ces frais d'immobilisation, donc à titre compensatoire du business perdu par le loueur, et ça peut monter très vite. Donc c'est des choses auxquelles on pense pas forcément quand on loue une voiture, mais ça peut quand même arriver, même pour des dommages mineurs ou du nettoyage. S'il considère que la voiture, il faut la nettoyer de fond en comble, il va vous dire je prends une journée, donc vous allez payer les frais. Donc faites attention aux petites astérix dans tout ce qui est contrat d'assurance, hein, comme toujours. Mais sachez que si vous prenez un pack qui comprend franchement l'intégralité des assurances automobiles classiques, vous serez plus tranquille d'esprit. C'est un budget peut-être à mettre en plus, mais franchement pour une tranquillité d'esprit, ça peut être bien. Et aussi, on peut gagner du temps du coup à la restitution, puisque le contrôle de la voiture sera peut-être un peu moins délicat. Enfin voilà, il y aura, on se dira bon, ils ont pris l'assurance globale, donc s'il y a une petite rayure ou des miettes dans la voiture ou un peu de boue sur le côté, on vous fera pas de remarques en fait. Et vous pouvez aussi contacter votre banque pour savoir ce que couvre ou ce que ne couvre pas votre assurance de carte bancaire. C'est bien de l'entendre de vive voix d'un expert et ça peut vous éviter de prendre certaines assurances sur place. Oui, tout ça de toute façon ça reste propre à chacun, propre à votre façon de vous assurer, aux assurances que vous avez déjà et à ce que propose le Japon. Si vous voulez vous faire accompagner, passez par une agence de voyage qui vous donnera tous les bons conseils. Autre petit tips quand vous louez un véhicule, c'est pour passer certaines zones de péage au Japon. Ça ne fonctionne pas forcément comme en France. Ils ont souvent une carte de télépéage ETC, donc Electronic Toll Collection, et ça vous en aurez sans doute besoin pour aller plus vite au niveau des péages. Et si on vous le conseille, c'est que si vous faites une petite erreur d'aiguillage sur votre parcours, il faut savoir qu'il y a des sorties qui ne peuvent pas être prises si vous n'avez pas cette petite carte avec vous. Donc autant on va dire que ça fait comme sur nos autoroutes françaises où on peut avoir des voies d'entrée avec ou sans ce badge qui vous permet de passer un peu plus vite. Alors ça c'est du luxe on va dire, hein. Pour un voyage au Japon c'est pas forcément nécessaire. Par contre selon les routes que vous allez emprunter, eh bien il y en a des sorties qui vont nécessiter ce badge là. Oui, en fait c'est surtout confortable si vous comptez faire beaucoup d'autoroutes d'avoir l'option carte de télépéage, parce que comme ça vous passerez vite au portique, vous n'aurez pas soit à faire de la monnaie en japonais ou à utiliser votre carte bancaire à chaque fois. Donc ça peut être quand même de façon plus vite. Ce n'est pas indispensable, effectivement, ça dépend de votre itinéraire. Sachez que les péages sur autoroute, ils sont assez fréquents et assez onéreux au Japon. Ça peut être l'un des postes de dépenses le plus important après la location de voiture. Les frais varient aussi fortement en fonction de la distance parcourue et vous avez des routes qui sont plus ou moins chères, donc les autoroutes sont les plus chères. On a aussi des routes régionales qui sont gratuites. C'est comme un peu chez nous avec les nationales. C'est plus long, mais c'est gratuit. Enfin voilà, chacun, c'est un peu comme l'assurance, c'est comment les gens aiment voyager. Pour ce qui est question du GPS, le GPS, même si la voiture dispose d'un GPS, c'est souvent quelque chose qu'il faut rajouter pendant la location, c'est-à-dire que c'est une option. Il va souvent être en anglais. Alors je suppose qu'on peut le mettre en français aussi sur demande, mais partez du principe que ce sera en anglais. Oui. Et donc avec aussi des adresses en forme anglaise ou japonaise. Le tip, c'est de rentrer les numéros de téléphone des destinations souhaitées.
Ça sera beaucoup plus simple à faire. Il y a les destinations des téléphones ? Mais si en fait vous allez dans un site naturel, soit vous trouvez le nom parce que c'est un site naturel qui est reconnu et ça va être fit, soit vous cherchez en fait un restaurant juste à côté. Ah, d'accord, entendu. Et vous mettez le numéro de téléphone. Eh bien là, j'apprends quelque chose. Et ça ira beaucoup plus vite à intégrer en fait. Et autre possibilité, si vous avez de quoi vous connecter au Japon sur Internet, eh bien vous pouvez évidemment utiliser vos applications comme Google Maps, Waze ou encore Navitime au Japon. Mais pour ça, il faut faire attention puisqu'il faut avoir évidemment assez de connexion Internet. Si vous êtes dans les Alpes japonaises ou des îles ou autres, eh bien ça peut ne pas passer, hein, ça il faut le savoir. Donc soit en amont, il faut aussi télécharger des cartes. Avec Google Maps, ça se fait très bien. Vous pouvez télécharger des secteurs de cartes, ça fonctionne vraiment bien. Pour l'avoir fait très récemment. Et avoir de quoi recharger sa batterie. Ça, du coup, c'était un peu notre erreur la dernière fois. On n'avait pas assez de batterie, donc c'était un peu chaud. Oui, ça va vite. Et de quoi accrocher son téléphone, tableau de bord, si vous n'avez pas un super ou une super copilote. Oui, ça faut faire attention parce qu'on le redirait dans les réglementations, mais on ne touche pas à son téléphone portable pendant qu'on conduit. Ça, c'est très, très important. Oui, là, c'est tolérance zéro, on verra qu'il y en aura d'autres. C'est ça, donc soit vous avez un bras humain, soit vous avez de quoi accrocher à la grille d'aération en général, les petits crochets qui sont pas très chers et qui fonctionnent bien. Et avant de parler de la conduite au Japon, il nous resterait deux tips à avoir, Marjorie. Vu qu'on est dans la section liée à la location de voitures, eh bien prendre des photos ou des vidéos du véhicule avant de partir et aussi à la restitution, ce serait une bonne chose parce que soit on peut vous alpaguer après restitution et vous pouvez avoir de mauvaises surprises. Donc comme ça, vous avez de quoi justifier l'état de votre véhicule intérieur et extérieur. Et pareil au départ. Oui, il faut rappeler que les Japonais peuvent être très méticuleux sur l'état des voitures, comment ils sont rendus. Donc ça, c'est pareil, c'est pas forcément une généralité. Ça sera pas forcément toujours exactement ça, mais partez du principe qu'ils sont quand même assez attentifs. Voilà. Et du coup, de prendre assez de temps pour le temps de restitution du véhicule, de prévoir un peu large au cas où on vous pose des questions. Et pour la restitution, il faudra évidemment faire le plein d'essence dans une station au plus près du point de chute. Comme ça, vous allez garder le ticket qui prouve que vous avez fait le plein et en plus, vous allez consommer le moins d'essence possible pour rendre votre véhicule. Oui, parfois, on va vous le dire dès le retrait du véhicule. On va vous donner les adresses des stations-service dans lesquelles il faut faire le plein avant de le restituer pour avoir du coup la distance la plus faible. Et gardez bien le ticket parce qu'il y en a qui vous le demandent en fait pour prouver que vous avez bien fait le plein d'essence. Voilà, ils vont pas forcément vérifier en démarrant la voiture, mais ils voudront le plein d'essence avec le ticket daté, etc. Et puis là, c'est plus lié à une histoire personnelle, mais si vous louez une voiture et que vous voyez que la communication n'est pas forcément simple, même s'il parle bien anglais, eh bien, il faut prendre son mal en patience. Pour l'exemple, nous, on avait pris une voiture, admettons, du 10 au 20, d'un mois, et on s'est rendu compte qu'on en aurait peut-être besoin un jour plus tôt. Et donc le jour plus tôt on y est allé, enfin même 2 jours avant pour dire est-ce qu'on peut allonger d'une journée la durée de location. On nous avait dit que oui, mais qu'il y avait plus de véhicules alors que le parking était plein de véhicules de location. Donc impossible de faire la démarche avec eux directement. Donc on a dû aller sur leur site internet devant eux, louer la voiture et merci bonsoir, on a eu notre voiture pour un jour de plus. Oui, mais c'était compliqué. C'est les paradoxes. C'est de la reste un peu d'administration. Bon, c'est des choses comme ça. Ayez bien votre téléphone avec Internet. Et maintenant que vous avez votre véhicule en main et les clés dans la poche, eh bien, on va parler d'un guide de bonne conduite. Et on commence directement, Marjorie, par aborder la question du prix du carburant au Japon à l'heure où on se parle. Et tout ça va dépendre de la situation géopolitique actuelle et de ses variations dans les mois à venir. Oui. Donc le prix moyen de l'essence au Japon, il est environ à 170 yens le litre. Ça, c'est pour la grande image. C'est donné. C'est donné, oui. Avec l'actualité récente. Il est monté par exemple à plus de 190 yens à Tokyo en mars 2026, donc en raison du blocage du détroit d'Ormuz, puisque le Japon fait importer aussi son pétrole du Moyen-Orient
et aussi de l'Iran. Donc du coup, il est forcément impacté par les situations géopolitiques et les conflits. Pour résumer, en gros, ça fait environ 1 euro le litre, soit un peu moins un peu moins d'1 euro quand tout va bien et que le yen est faible, un peu plus d'1 euro quand ça augmente un peu. Ça reste quand même bien moins cher qu'en France, puisqu'on est toujours à autour de 2 euros le litre à l'heure actuelle, qu'en Europe et aussi aux États-Unis. C'est l'essence japonaise, si vous pouvez retenir ça, c'est l'une des essences les moins chères au monde. Donc, ça ne sera pas un poste de dépense important, l'essence. Par exemple, l'autoroute et le télépéage sera assez important. Et après, on en reparlera après, ça sera les parkings et le stationnement qui sera un autre poste de dépense. L'essence au Japon, ça reste totalement acceptable de notre point de vue occidental. Très bonne nouvelle sur ce point. C'est une bonne nouvelle. C'est fou d'ailleurs parce qu'ils ne produisent pas leur propre pétrole, et donc c'est fou qu'il soit si peu cher. Ils n'ont pas les mêmes taxes. Et donc, si on doit faire un plein d'essence, eh bien, il faut trouver des stations-service et vous en avez un petit peu partout, y compris dans les zones rurales et dans les centres-villes, vous en aurez encore plus, bien évidemment. Et les noms que vous allez retrouver sont par exemple Eneos ou encore Idemitsu Apollo. Donc ça, c'est des enseignes que vous retrouvez forcément. Et on va retrouver 2 catégories de stations. Ça, c'est important de bien comprendre la différence. Vous avez la partie self-service qui sont souvent un peu moins chères, mais uniquement en japonais. Donc là, c'est faisable, pareil. Vous pouvez avoir votre Google Trad allumé, etc. Ou regarder des tutos avant en ligne en vidéo. Ça. Ouais, c'est comme chez nous, vous allez à la machine, et alors si la machine elle est en anglais, c'est très bien, et vous faites votre plein vous-même, comme les stations 24/24 disponibles. Et partez du principe qu'elle sera en japonais, parce que au moins vous serez sûr de pouvoir faire les bonnes manips comme il faut. Et sinon, il y a l'autre catégorie, la full service, c'est le personnel qui va s'occuper de tout, et il suffit de dire regular pour qu'on vous mette de l'essence classique, ou alors mantan pour faire le plein, et credit card ou genkin pour de l'argent liquide. Pour indiquer le mode de paiement. Donc, sachez qu'en plus, vous n'avez même pas besoin de sortir de la voiture. Enfin, c'est vraiment une expérience d'hospitalité japonaise. Moi, je vous invite à essayer de le faire au moins une fois parce que c'est assez perdu dans le temps chez nous, en fait. Et là, vous avez juste à baisser votre vitre et à dire 3 mots, parce que de toute façon, ils vont voir que vous êtes touriste. Et donc, mandan, c'est pour faire le plein complet. Si vous ne souhaitez pas faire le plein complet, vous donnez directement la somme genre pour 20 000 yens, etc. Et vous donnez la somme et il va pas la dépasser. Et des fois, il vous nettoie même un peu votre pare-brise et tout, voilà. Et puis vous aurez votre petite courbette depuis la voiture. Donc franchement, ça va très vite. Ils sont très rapides en général. Oui, je pense que vous n'avez pas le temps d'éteindre le contact parce qu'on a déjà commencé à s'occuper à bichonner votre véhicule. Oui, puis ça permet ils font la circulation à l'intérieur de la station-service. Des fois, il peut y avoir du monde, suivant les horaires en ville. Les stations-service, elles sont aussi courues. Et donc, vu que c'est des personnes qui sont employées par la station-service, vous verrez, ils ont souvent une petite casquette, un polo d'une certaine couleur, vous allez vite les reconnaître. Oui, de toute façon, ils vont venir vous voir, ils vont s'approcher de vous. Et puis au Japon, il ne faut pas oublier que la conduite, elle se fait à gauche, donc dans votre véhicule, le volant, va être placé à la droite, comme au Royaume-Uni, et la priorité à droite devient alors la priorité à gauche, et tout est inversé au niveau des commandes. Donc ça, c'est normal, vous allez vite vous y faire, mais c'est vrai que la première assise peut être un peu perturbante si c'est votre première fois dans une voiture, on va dire étrangère, avec volant à droite, quoi. Oui, il y a un petit temps d'adaptation pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude de conduire à gauche. Et surtout, n'oubliez pas les priorités, j'ai envie de vous dire. Déjà que, des fois on oublie chez nous. Il faut faire attention au Japon de regarder du bon côté. Après, c'est quelques minutes, quelques heures, histoire de se mettre au diapason, puis après ça se fait. Et puis vous avez une voiture automatique, donc vraiment démarrage, etc. Enfin, il n'y a pas le levier de vitesse à gérer, donc déjà c'est une grosse épine du pied en moins. Si c'était pas le cas, bonne chance. Bonne chance. Et puis il y a très peu de ronds-points, donc vous allez... Il n'y en a pas. Oui, même il n'y en a pas, oui. Il n'y en a pas, c'était un point qu'on allait aborder. Il y en a tellement très peu qu'il n'y en a pas. Donc oui, ça c'est pareil que c'est souvent perturbant de prendre le rond-point dans l'autre sens, mais il n'y en a pas au Japon. Ils fonctionnent beaucoup avec les feux.
Et les Japonais et Japonaises respectent très bien le code de la route. Ils conduisent souvent quand même de façon assez apaisée, même en centre-ville. Oui. Tu vois, même si au niveau vitesse, ils peuvent accélérer un petit peu, appuyer sur le champignon, comme on dit. Ouais. Mais je trouve qu'en termes de distance de sécurité, etc., ça se passe quand même bien. Oui, ils sont pas latins dans leur... C'est-à-dire ils sont pas énervés, mais ils sont pas latins, ça marche bien. Après, il y en a quand même qui conduisent... il reste quand même le sujet de la conduite des seniors, hein, comme chez nous. Et il y a encore pas mal d'accidents de la circulation causés par des seniors qui ont mélangé la pédale de frein et d'accélérateur et qui ont fini dans une boutique, qui ont malheureusement pas fait de priorité à gauche et qui ont renversé un vélo ou un piéton. Alors, il faut rester vigilant. Tu es en train de nous dire qu'il faut faire attention aux personnes très âgées. Il faut rester vigilant et surtout, mais après c'est vrai qu'il n'y a pas cette notion, on ne va pas klaxonner. Ça arrive quand même très rarement. On ne va pas se crier dessus, on ne va pas s'insulter comme ça, on ne va pas baisser la vitre et se crier dessus. Voilà, ils sont un peu plus, tout est un peu plus un peu plus cadré, civilisé dans ce sens-là. Mais après, ça reste de la conduite sur voiture. Sur autoroute, les Japonais peuvent conduire un peu plus vite que les limitations de vitesse parce que la circulation est fluide. Donc voilà, on reste quand même sur des choses qu'on connaît, qui sont universelles, je pense. Mais éviter d'utiliser le klaxon. Voilà, je pense que ça se fait, mais vraiment en cas de grand danger, quoi. Sinon, les limitations de vitesse, elles sont un peu plus basses que chez nous sur les voies rapides. Donc en ville, ça va être entre 30 et 50, donc comme ce qu'on peut expérimenter chez nous. Ensuite, hors agglomération, ça peut être entre 60 et 80 sur les routes, les nationales ou les voies rapides. Et après, sur autoroute, c'est 100 km/h. Donc, ce qui semble un peu faible pour nous. Bon, sachez que voilà, souvent, les Japonais vont rouler un peu plus vite que ça. À vous de savoir si vous rentrez dans le flux de la circulation ou pas. Il y a quelques portions à 120 km/h qui ont été mises en place ces derniers temps, mais ça reste encore assez peu présent. Les radars automatiques, en général, ils sont annoncés. Donc, faites aussi attention. C'est pareil, je pense que la circulation ralentit. Et ça flash dès le premier kilomètre-heure au-dessus. Il n'y a pas notre... Il n'y a pas de delta là. Il n'y a pas le delta comme chez nous. Donc, bon, évitez. Enfin, après, ça arrive, hein, malheureusement, même quand on fait attention. Mais bon, c'est des choses après que de toute façon, ils vous retrouveront pour vous faire. D'ailleurs, j'ai un trou de mémoire, Marjorie. Sur les tableaux de bord, est-ce que c'est écrit en km/h ou est-ce que c'est en miles par heure ? Ça reste du km/h et du degré Celsius. Comme ça, on part avec des mêmes mesures, on va dire, en tête. Oui, c'est ça. Oui, les chiffres sont les mêmes. Il n'y a pas de gymnastique à faire de conversion. D'autres choses qui peuvent vous intéresser, par exemple l'état des routes, elle est quand même très qualitative, on va dire que les routes sont très bien entretenues, les affichages aussi sur les panneaux souvent quand même sont très clairs et c'est aussi traduit en caractère japonais mais aussi en romanji. Le Japon par contre c'est un pays, comme on le disait en introduction, qui est très montagneux, donc vous allez avoir des vitesses qui peuvent être rabaissées ou des distances qui peuvent être plus longues parce qu'au final c'est plus sinueux que ce que vous imaginiez avant, donc forcément ça prend plus de temps. Il y a aussi pas mal de tunnels au Japon. Oui, parce qu'on traverse les montagnes. Parfois, aux abords des grandes villes ou des sites touristiques populaires comme Hakone ou Nikko, on peut avoir un trafic perturbé, mais vraiment très très dense aux heures de pointe. Ça, c'est des choses, voilà, il faut prendre son mal en patience, mais ça peut vraiment vous arriver. C'est assez courant. Oui, et puis la location de voiture pour faire de la ville, par exemple dans Tokyo, c'est pas du tout quelque chose qu'on va recommander. Donc là, c'est surtout pour l'aspect d'un point A à point B sur de longues distances où là, ça va vraiment être chouette. Voilà, oui, c'est ça. On a des autoroutes aériennes à Tokyo, ça vous les voyez quand vous vous baladez à pied, donc c'est des choses qu'il faudra être OK pour prendre. Et aussi des fois, il y a quand on est dans toute la zone urbaine autour de Tokyo surtout, parce que c'est ce qu'on a expérimenté, il y a beaucoup d'échangeurs d'autoroutes qui sont surélevés et labyrinthiques avec des directions dans tous les sens et parfois plusieurs voies, et c'est vraiment, là, allez-y tranquille, mettez bien votre GPS et puis de toute façon, si vous faites 3 fois le tour, vous ferez 3 fois le tour. Oui, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Mais on a des échangeurs d'autoroutes avec plusieurs routes qui sont qui sont pas forcément faciles à prendre au premier abord, mais c'est comme nous quand on arrive sur Paris et qu'on a le périph' est-ouest, A6A, A6B, enfin ça peut aussi être compliqué pour les touristes. Dites-vous bien que si vous prenez pour la première fois ce type de véhicule et vous faites cette conduite au Japon, eh bien il faut être un peu
aimable avec vous-même et avec votre copilote si vous en avez un. Il y aura sans doute des erreurs, mais c'est pas très grave. Comme tu dis, on fait un tour, 2 tours. Puis au bout de 8 tours de voie aérienne, voilà, ça devient rigolo. Oui, quoi. Ça fait partie du road trip. Sur les voies rapides, la voie à droite, elle sert en général uniquement pour doubler. Et ensuite, on se rabat. On ne circule pas forcément sur les 2 voies. Voyez comment les autres font. À Rome, fait comme les Romains. Mais ça, c'est un petit tip qu'on vous donne. Mais si vous voyez tout le monde à gauche, du coup, restez à gauche. Et niveau signalisation, on pourrait encore rajouter qu'au sol, les carrefours sont dessinés ainsi que les voies d'insertion et les voies pour tourner. Donc, il y a beaucoup d'indications sur le bitume. Et les feux, ils sont situés en face. Nous, généralement, on n'a qu'un feu qui va être sur le côté de la route, là où on doit montrer le stop au feu rouge. Eh bien, il va y avoir là en face, au-dessus de assez haut, on va dire, les feux. Et vous avez une sorte de bande blanche comme un stop au niveau de vous, là où vous devez vous arrêter. Oui, vous arrêtez pas. On ne s'arrête pas sous le feu, en fait. Oui, c'est ça. En fait, ils sont à l'horizontale, un peu comme aux États-Unis. Oui. Et en fait, vous regardez au loin le feu et vous vous calez sur la voie où vous êtes. S'il y a 3 feux, et en fait, souvent, il y a 3... Enfin, des fois, il y a 3 voies. Et vous regardez le feu qui est en fait aligné à votre voie. Les couleurs, si vous posiez la question, bon, ça veut dire la même chose. Oui, voilà. Oui, le rouge et le vert sont utilisés pareil. Le rouge, et dans les panneaux, le rouge, c'est l'interdiction. Le bleu est l'obligation, comme en France. Et si vous voyez des fois des flèches jaunes qui clignotent pour tourner... sur les feux, c'est pas que vous pouvez tourner à gauche, c'est pour les tramways. Je parle des flèches jaunes, pas les autres flèches de autres couleurs. Parce que ça peut arriver que vous ayez un feu rouge et une flèche tac tac et on se dit c'est bon, on peut y aller comme. Mais en fait, c'est pas pour vous. Voilà. Eh bien, vous penserez à Marjorie quand vous direz mince, j'avais pas le droit. Peut-être que du coup, on vous klaxonnera ou on vous dira quelque chose si vraiment c'est pas pour vous. Si vous avez un souci sur la route en cas d'accident ou d'autres problèmes, eh bien vous pourriez appeler le 119 pour appeler les secours, le 110 pour appeler la police, ou alors sur place, eh bien vous pouvez interpeller gentiment quelqu'un qui saura sans doute vous accompagner. Oui, ça c'est en cas de besoin, s'il y a eu un petit souci d'accrochage. Mais après, oui, en général, les Japonais, ils vont venir vous aider et c'est eux qui vont prendre en charge les choses. Et avant de s'engager sur la piste des endroits où on peut se garer au Japon, parce que ça va aussi être un point important à connaître en amont, avant même de louer votre véhicule, ou en tout cas de le réceptionner, eh bien c'est la réglementation à suivre strictement au Japon. Donc on parlait tout à l'heure de 0 téléphone au volant, il y a aussi le 0 alcool, il y a une tolérance vraiment 0 sur le taux d'alcoolémie autorisé. Donc si vous allez boire un verre ou quoi que ce soit, manger et vous prenez une bière en accompagnement, dites-vous bien que ça ne passera pas du tout si vous devez prendre la voiture, même pour pas longtemps. Oui, ça c'est vraiment un point essentiel qu'on va vous dire. Ne buvez rien d'autre que de l'eau ou des boissons gazeuses. Les amendes japonaises à ce point sont très très chères. Oui, en fait ça peut frôler le 1 000 000 de yens et surtout associé à une peine d'emprisonnement de plusieurs années. Ils ne plaisantent pas du tout sur ça. Je vous parle de l'alcool, ça vaut aussi pour tout ce qui est usage de cannabis ou quoi que ce soit, ou de toute façon c'est illégal au Japon. C'est des comportements vraiment faut oublier. Quand vous êtes en voiture, vous prenez du café, du thé, de l'eau. Oui, 1 million de yens pour le coup, ça rajoute un peu de frais à votre location. Ouais. Même avec un cours du yen bas, ça reste beaucoup. Voilà, c'est des choses qu'il faut penser à faire, donc pas de dégustation de Nihonshu dans une distillerie et vous reprenez la voiture après, ça sera pas possible. Ça, faudra se mettre d'accord ou vous le faites en fin de journée et ensuite vous rentrez en taxi ou quoi que ce soit. Enfin, il y a plein de solutions qui existent, mais on prend pas de risques. Et après, des choses qui peuvent paraître évidentes, mais il faut les citer tout de même. La ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les passagères de votre véhicule et l'adapter à l'âge des enfants, par exemple, s'il y a besoin de sièges auto ou autre. Bien marquer les stops. Il y a un panneau rouge en triangle inversé par rapport à ce que nous, on connaît. Il s'appelle Tomare, donc là, c'est pour le stop. Là, peu importe, même si vous voyez personne, marquez bien le stop parce que s'il y a de la police pas loin ou quelqu'un qui a envie de vous dénoncer, eh bien, ça ira très vite. C'est oui. Et ça vaut aussi pour tout ce qui est passage à niveau. Il y en a beaucoup au Japon, qui est un pays de train. Et même si vous avez la barrière qui est relevée ou qu'il n'y a pas de panneau stop, sachez qu'il faut marquer un arrêt à chaque passage à niveau. Donc, notre recommandation, c'est que dans le doute, au Japon, marquez un arrêt. Oui. Voilà.
On fait très attention aux piétons et aussi aux vélos parce que, après c'est peut-être jugé, mais je trouve qu'ils conduisent très très mal à vélo au Japon. Oui. Ils ne savent pas faire de vélo pour moi. En tout cas, Pourtant, c'est un pays pas du de vélo. façon civilisée, on va Oui. dire. Oui, les vélos, ça reste un gros sujet. D'ailleurs, ils sont en train d'essayer de réglementer un peu tout ça au Japon, de mettre des amendes maintenant pour apprendre aux Japonais à mieux conduire à vélo. Mais sachez qu'en général, ils ne s'annoncent pas quand ils tournent. Donc c'est la main pour dire je vais à gauche ou à droite n'est pas quelque chose, n'est pas un comportement. J'ai l'impression de voir des personnes qui font du vélo sur l'île de Ré quand je vois des Japonais pédaler. Oui, donc faites attention. Et les piétons, ils ont une priorité absolue au passage clouté ou alors sur le bord de la route quand il n'y a pas de trottoir. Des fois, les routes, elles sont étroites et en fait, il n'y a pas de possibilité d'avoir de trottoir. Mais s'il y a un piéton présent, évidemment, il faut s'écarter et ne pas le frôler. Enfin, ils sont prioritaires. Faites attention à ça. C'est pareil, vous serez toujours en tort dans un accident si vous avez touché un piéton alors que vous étiez conducteur. Et pour se stationner, faites en sorte que ce soit dans des endroits qui sont prévus à cet effet. Si vous ne savez pas si vous avez le droit de vous garer, ne vous garez pas, puisque là encore, il y a une tolérance zéro sur le stationnement illégal. Et pareil, en termes de délation, ça peut aller vite. J'en ai fait, alors pas les frais parce que ça s'est bien terminé, mais je me suis déjà garé à un endroit où il y avait un écriteau fait à la main en japonais, sachant que je ne lis pas le japonais. Eh bien, donc un papy avait demandé à un copain à lui de mettre sa voiture pour nous bloquer et me disait qu'il allait appeler la police. Sauf si je lui déplaçais ses pots de fleurs et qu'il fallait que je fasse un geste pour lui. C'est vrai ? Ouais, il fallait que je lui déplace ses pots de fleurs d'un endroit à un autre et là il était OK pour et que je lui donne de l'argent aussi. Ce que je n'ai pas fait. Ouais, alors, prévoyez des petits bonbons français quand vous êtes en voiture et puis comme ça vous donnez un petit souvenir de chez vous au cas où vous avez un papy, une mamie ils sont très présents sur la route. Ils ont même si on est sur une démographie en berne au Japon, sachez qu'il reste quand même une bonne partie de la population qui a du temps, surtout dans les campagnes. La négociation a été très longue. Oui, et les personnes âgées, même si elles en général ne parlent ni anglais ni une autre langue que le japonais, n'ont pas de souci à vous parler en japonais directement. Ils n'ont pas de problème à s'exprimer devant vous. Ils vont pas être intimidés en fait. C'est plutôt vous qui serez dans l'embarras. Mais après, voilà, un grand sourire, courbette et beaucoup d'excuses. Parce que bon, voilà, on a tous le droit à l'erreur. Mais c'est vrai que se garer au hasard au Japon n'est pas quelque chose qui se fait. Si vous voulez pas ramasser les pots de fleurs des papy mamie. Je vais pas donner d'argent, mais j'ai quand même déplacé le pot parce que je voyais très bien que ça allait pas le faire sinon. C'est une rencontre comme une autre. Donc, pour vous donner quelques petits tips pour vous garer au Japon sans avoir à déplacer de pot de fleurs ou de vous faire menacer d'appeler la police, on va vous dire à peu près comment ça se passe les stationnements, ce qui existe et le paysage pour pouvoir bien se garer au Japon dans les règles de l'art. Donc le mot japonais pour parking c'est chūshājō et donc stationner au Japon et notamment dans les grandes villes reste l'un des sujets les plus épineux de la conduite au Japon. Donc on va vous détailler un peu ce qu'il faut pour apprendre quand même à bien respecter les règles même quand on les connaît pas ou que c'est un peu approximatif et aussi se dire que tout parking est quasiment payant. Sauf dans les campagnes ou dans les endroits les plus reculés où là vous pouvez vous garer plus facilement, mais en ville ou même dans des petites villes, il faudra prévoir de payer votre parking. Si vous pensiez que c'était la conduite de l'autre côté de la route qui allait être compliquée, eh bien peut-être que non. Non, stationner est plus difficile. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est un peu comme le tri des déchets et les poubelles au Japon, c'est des choses où on a toutes les chances de commettre un impair et aussi d'être dénoncé par des résidents, des voisins qui surveillent, etc. Donc on fait attention. On ne se gare pas n'importe où, même pour 5 minutes, même pour aller chercher un petit carré pan ou une brioche, quoi que ce soit, un melon pan, etc. Non, ça, on ne peut pas faire comme chez nous des fois où on se gare devant la boulangerie et hop. Là-bas, c'est pas vraiment toléré, donc on fait attention. Il y a des panneaux qui signalent clairement les zones où le stationnement est interdit. Donc ils sont ronds avec un fond bleu et une croix rouge. Si la croix est entière, le stationnement est totalement interdit. Si elle est partielle, seul l'arrêt prolongé est interdit. Après, il faut être du bon côté du trottoir et c'est vraiment pas tout le temps. Sinon, donc, il existe des parkings publics, donc avec le symbole international
P, donc assez facile à savoir. Ils sont quasiment tous payants. Et on peut, un petit tips aussi, c'est de prévoir suffisamment quand même d'argent liquide, notamment en billets, au cas où la carte bancaire ne passe pas aux bornes automatiques. Souvent ça passe, mais au cas où, ayez les deux. Et à ce titre, il faudra faire attention aux limitations maximum de temps et au montant que vous allez sélectionner. Sinon, le prix va pouvoir vite grimper si vous n'êtes pas dans les clous par rapport à ce que vous comptiez payer. Et l'idée est de ne jamais laisser sa voiture plusieurs jours au même parking public. Pour l'anecdote, je ne sais plus, mais je crois qu'on en avait parlé avec Gaël, quelqu'un qui est resté 13 ans dans le parking et qui doit avoir... et que le propriétaire du parking a commencé à porter plainte. Il lui réclame beaucoup d'argent. Ça ne vous a... 13 ans, il y a de la patience. Parce il me semble que c'est à peu près ça. En tout cas, il est resté très longtemps dans le parking. Parce qu'il ne pouvait pas la déplacer, je crois, et donc il s'est dit, bon, si je la laissais ici... Oui, personne n'oublie rien. Ouais. Et après, en termes de vocabulaire, vous pourriez retrouver Saïda Ryokin. En fait, les parkings, on ne peut pas les utiliser parfois comme on veut, même en payant. En payant beaucoup, des fois, il y a un maximum de temps et aussi de somme dans le temps imparti. Okay. Comme en ville, en fait, là, on manque de place énormément. Les parkings, en fait, c'est des denrées un peu rares. Donc, quand vous prenez une place de parking, voilà, vous la prenez pour un besoin qui doit être limité dans le temps. Sinon, en fait, vous allez soit payer une somme énorme parce que vous aurez, en fait, pas respecté les limitations de temps et d'argent, soit vous pouvez aussi finir à la fourrière parce qu'on estimera que votre voiture ne répond pas aux règles qui ont été énoncées sur le panneau à l'entrée. Et vous allez pouvoir trouver différents nombres de parkings connus comme Times ou encore Mitsui Repark. Pour avoir une typologie de parking, eh bien, vous avez ceux avec les parkings à pièces. Ce sont les petits parkings automatiques en zone urbaine, souvent en plein air. Vous y retrouverez des places généralement numérotées avec emplacement libre. Ce qui va vous permettre de rentrer ce numéro dans la borne, comme ça on sait sur quelle place vous êtes garé et depuis combien de temps. Donc il y a un paiement à la borne à la fin et ça est souvent par tranche horaire de 1 heure, ça peut être 30 minutes, 15 minutes, il peut y avoir peut-être des demi-heures gratuites, ça va dépendre des parkings. Oui, c'est pour vous dire que si ça commence à 15 minutes, on est vraiment sur des durées qui sont quand même assez courtes de base. Donc l'idée c'est que vous ne traîniez pas. Voilà. Et ces parkings, généralement, vous ne trouverez pas de sorte de barrière rouge et blanche à l'entrée, puisqu'en fait, la barrière, c'est l'expérience un peu insolite à la japonaise, la barrière va venir sous votre voiture. Vous allez vous garer et une fois que vous rentrez votre numéro, votre voiture est sécurisée, on va dire. En tout cas, vous n'avez plus le droit de partir. Elle est bloquée. Et il y a des choses qui vont bloquer les roues sur la place où vous êtes garé. Oui, c'est ça. Et en fait, vous devez payer pour que la barrière se rabaisse et re-rentre en fait dans le sol. Ensuite, on a les horodateurs plus classiques et stationnement en voirie. Seuls les billets de 100 yens sont acceptés à ces endroits-là. Donc attention aussi à la durée maximum autorisée. Comme on le disait tout à l'heure, renseignez-vous bien, ou en tout cas au mieux possible, sur les types de parking que vous allez utiliser. Tout dépassement de la durée autorisée constitue une contravention. Donc si vous êtes contrôlé derrière, ça peut chiffrer aussi. Et ça fonctionne classiquement avec un ticket à imprimer à l'automate et à placer sur le pare-brise de votre véhicule. Voilà, ce n'est pas fait comme... Il n'y a pas d'application comme on a maintenant en France où on peut faire directement via son smartphone et la plaque d'immatriculation. Et on va retrouver aussi les parkings beaucoup plus classiques avec barrières et tickets à l'entrée. Ils peuvent être souterrains ou aériens. Et là, ils vont être proches des zones de shopping, des centres commerciaux, des gares et autres sites touristiques. Pour à peu près tous les types de voitures, des tarifs souvent uniques à la journée peuvent s'appliquer si besoin. Et il y a différents types selon les étages aussi où vous allez vous retrouver. Oui, si vous êtes plus près de l'entrée ou de la sortie, si vous êtes aérien, donc c'est-à-dire soumis à la météo ou souterrain et protégé, vous n'avez pas à avoir les mêmes tarifs suivant les étages. Donc, oui. Voilà. Ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à tout. Donc regardez bien, des fois sur les panneaux, c'est marqué en fait, si vous voyez genre B1F, donc c'est souterrain, vous avez à avoir, ou 2F, et en fait vous avez à avoir des tarifs différents. Des fois, effectivement, il y a des demi-heures qui sont gratuites, notamment pour les centres commerciaux et choses comme ça. Et les tarifs à la journée, c'est là où on peut se dire qu'on peut rester plus longtemps. Par exemple, il y a des parkings, on va rester plus longtemps que les parkings à pièces, les tout petits parkings à pièces qu'on voit dans les villes, où là, c'est vraiment pour aller faire une petite course, mais on va pas forcément y rester toute la journée, ou alors vous allez payer très très cher.
On a encore 2 types de parking à vous proposer. Les tours de parking, donc là c'est quasiment un service de conciergerie à l'entrée qui gare la voiture dans le complexe. Le parking de voitures à étage souvent est sur plusieurs niveaux. Une sorte de grande roue va pouvoir être opérée, donc vous allez voir les véhicules se déplacer comme ça. C'est une sorte de dépôt de voiture avec une plaque tournante. Oui, ça c'est un peu une autre expérience insolite à la japonaise. C'est vraiment en fait vous passez votre voiture sur une plaque tournante et ensuite elle va monter dans les étages et se garer verticalement. Et vous lui dites au revoir et puis vous la retrouvez au retour. C'est pareil, c'est pour économiser de la place en ville. Donc là, pensez à rabattre vos rétroviseurs quand vous êtes garé, ou en tout cas si c'est pas vous qui garez la voiture, eh bien la personne le fera sans doute à votre place. Oui, et elle vous sera ramenée dans le sens de circulation pour sortir. Vous rentrez en marche avant et elle sera ramenée dans l'autre sens parce que la plaque elle tourne. Enfin voilà, c'est fait aussi pour que ce soit plus facile à rentrer et à sortir. Et vous payerez du coup le service qui va avec de conciergerie, la personne. Il y a une personne à l'entrée en fait qui va s'assurer que tout se passe bien et envoyer les voitures. Et si vous aviez la bonne idée de vous dire, eh bien, je vais me garer sur un supermarché, eh bien, ça ne va pas fonctionner puisque pareil, vous ne pouvez pas rester longtemps, même si le parking il est gratuit. Au niveau des combini, des fast-food, eh bien, c'est réservé à la clientèle. Donc là aussi, il peut y avoir un peu de délation. En tout cas, ça peut être surveillé si vous restez toute la journée. Oui, voilà. Normalement, on ne reste pas plus longtemps que le temps de consommation. Donc voilà, les parkings de combini en général, surtout dans les villes moyennes et les campagnes, ils sont gratuits. Ils sont assez faciles. Ils sont juste devant le combini. Mais c'est vrai que normalement, c'est fait que pour consommer. Et si vous avez en amont réservé vos hébergements, pensez à savoir s'il y a des parkings qui sont inclus, que ce soit dans des hôtels, est-ce que l'hôtel dispose d'un parking gratuit ou payant, et si vous avez loué, je ne sais pas, des Minjuku ou alors tout autre type de résidence, eh bien vous pouvez aussi vous renseigner, savoir s'il y a quelque chose qui est prévu pour les véhicules. Ce n'est pas forcément le cas partout et tout le temps. Oui, ça c'est à mettre en option obligatoire si vous faites un road trip 100% japonais et que vous avez votre voiture tous les jours. Mais ça vaut pour tous les autres pays hors Japon. Sinon, dernière chose à garder en tête, les parkings privés sont interdits de stationner quand on a sa voiture et qu'on veut juste se garer pour les repérer, parce que des fois en fait on se trompe sans le savoir. Dans la rue, on parle de parking mensuels qui sont réservés aux abonnés qui payent. Donc c'est comme un parking à pièces, sauf qu'en fait il n'est pas ouvert à tout le monde, il est ouvert qu'aux abonnés. Donc, en général, il y a un panneau vert dessus et il y a marqué en japonais Tsukigime Chushajo, donc ça veut dire parking privé. Il y a eu beaucoup de retours négatifs de japonais sur ce point-là, avec les touristes qui se garent là sans trop savoir. Sachez que ce n'est pas un parking public. Si vous n'êtes pas sûr, vous prenez le panneau, vous le mettez dans Google Lens là pour traduction et vous verrez bien ce qui est écrit. Mais si vous voyez pas de tarif annoncé ou de petits chiffres annoncés à l'entrée, c'est que c'est pas public. Et aussi, évidemment, les parkings résidentiels ne sont pas autorisés à la réservation, sauf s'ils font partie d'une offre d'hébergement et que vous avez payé votre place, etc. Sinon, ils sont interdits. Donc, en général, il y a un panneau en anglais qui écrit « No unauthorized parking » ou en japonais, c'est Mudon Chusha Kinshi. Donc ça, c'est les parkings privés sur lesquels on ne peut pas se garer, sous peine que vous ayez soit une amende, soit un déplacement en fourrière. Ils ne plaisantent pas trop dessus, les Japonais. Et bien maintenant, je pense que vous êtes parés pour bien conduire au Japon. Vous avez vos documents pour conduire, vous avez votre voiture, vous savez à peu près les grandes lignes à respecter pour bien se comporter sur la route. Et bien maintenant, on va partir un peu sur l'asphalte. Oui. Oui, en plus, on va vous donner des destinations qui sont, on va dire, parking friendly, parce qu'en général, les zones rurales, c'est beaucoup plus simple pour se garer, c'est gratuit, le stationnement est libre, il y a moins de contraintes qu'en ville. Et on en arrive à notre troisième partie, la dernière du podcast consacré à la voiture au Japon. Et on va vous parler de nos meilleures destinations à faire pour profiter de belles visites. Alors, on va surtout vous donner les grandes lignes de ces destinations-là. On ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on a fait le choix de vous en donner quand même pas mal, que ce soit partout dans le Japon ou aussi autour de Tokyo. Parce que même si conduire dans Tokyo, c'est pas ce qu'on vous recommande, autour de cette capitale, il y a quand même des choses à faire et à voir.
Oui, donc déjà on peut vous citer Hokkaido et Okinawa, on vous l'a déjà fait en introduction, mais quand on pense à la voiture au Japon, c'est en priorité à ces 2 grandes îles qui sont davantage finalement adaptées du voyage en voiture qu'en train, même si vous avez quand même le Shinkansen à Hokkaido jusqu'à Hakodate et ensuite plein de trains JR pour rejoindre les grandes villes. Sachez que pour visiter les parcs nationaux comme le lac Toya, le parc Akanmashu ou Shiretoko, il est peut-être quand même plus facile d'avoir une voiture, d'aller aussi jusqu'aux différents caps et extrémités pour avoir des points de vue en fait assez impressionnants et panoramas sur Hokkaido. C'est quand même plus facile en voiture. C'est aussi une île avec beaucoup de grandes routes rectilignes puisqu'elle a été finalement urbanisée assez tard. Donc on est un peu sur un modèle un peu à l'américaine. Et donc c'est assez simple à conduire, c'est pas très compliqué. Et souvent ce qu'on fait, c'est qu'on arrive jusqu'à Hokkaido, soit en avion, soit en train, et on loue sa voiture sur place. Pareil pour Okinawa. De toute façon, vous ne pouvez pas arriver en voiture à Okinawa. Sauf l'inspecteur Gadget, peut-être. C'est trop dans l'eau. Donc l'île principale, Honto, et les archipels environnants, donc avec leurs îles principales également, comme Miyako-jima et Ishigaki-jima, elles sont vraiment adaptées à la location de voitures. Puisqu'il y a quand même très peu de transports en commun. Déjà, il n'y a pas de train, il y a juste un monorail à Nara pour aller jusqu'à l'aéroport et le centre-ville. Sinon, après, tout est fait en bus ou en taxi. Donc en bus avec des horaires plus ou moins fréquents. En taxi, il faut aussi en trouver. Ou alors parfois, pour des navettes, si vous avez dans des grands hôtels ou dans des grands resorts, ils peuvent vous faire des navettes avec les aéroports. Mais c'est pareil, ça reste des transports où il faut être calé dans les heures en fait, de journée. Donc du coup, la voiture, c'est indispensable pour découvrir les beaux paysages de ces îles, faire le tour de l'île, aller comme sur Hokkaido, sur les extrémités, les caps. Ça, c'est traverser aussi les ponts qui sont à Miyako-jima. Il y a plein de ponts qui vont relier les autres petites îles autour. Et ça se fait en voiture, à moto, à vélo. Ça se fait très bien. Et on l'a rappelé déjà en début de podcast, mais ces destinations-là, elles peuvent vite être complètes en haute saison touristique, donc bien s'y prendre en avance. Donc si possible, au moins 1 an en avance. Oui, c'est ça. Il faut savoir qu'à Okinawa, les infrastructures restent limitées. On est sur des plus petites îles. Hokkaido, c'est une grande île. L'archipel d'Okinawa, c'est quand même plein de petites îles. Même si Honto est une grande île vraiment étirée du nord au sud. Et d'ailleurs, le temps de distance en voiture, il peut être assez long sur Honto. Donc vous pouvez prendre plusieurs jours de location si vous voulez vraiment faire du nord au sud. Autre destination que l'on a décidé de mettre dans notre top, eh bien c'est l'île de Shikoku. C'est la plus petite des grandes îles du Japon où la voiture peut vraiment servir à se faciliter le programme pour aller d'une région à une autre, d'un site naturel à l'autre. Le train, il permet effectivement de desservir les points phares urbains, les 4 grandes villes, de cet endroit-là que sont Takamatsu, Matsuyama, Kochi ou encore Tokushima. Après, si vous voulez faire des vallées, des choses comme ça qui sont très sympa, la voiture va être obligatoire et en plus c'est évidemment top pour pouvoir faire des pauses quand on veut sur les sites que l'on veut. Oui, Shikoku en ville, le train c'est très bien. Après pour les quelques sites touristiques, vous pouvez toujours avoir des bus qui sont là, mais voilà, faut être, je pense, s'adapter un peu aux Japonais, être très méticuleux dans les horaires de bus, les jours, etc. Sinon, la voiture fonctionne bien, mais attention, vous aurez de la conduite en montagne. Une autre île qu'on va vous mettre en avant aussi, c'est la plus grande île de la mer intérieure de Seto, donc Awaji-shima. On a fait tout un ensemble de fiches sur Kanpai, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est une des seules grandes îles de la mer. Enfin, c'est une île qui n'est pas du tout ferrée, donc tout se fait sur route. Elle s'emprunte très bien en voiture, à vélo ou à moto. Alors à vélo, il faut avoir des bons mollets parce qu'elle est quand même assez grande. Et puis vous avez une traversée de chaque côté de grands ponts suspendus, donc côté Kobe et Hyogo, et de l'autre côté Naruto avec les tourbillons, et on arrive à Tokushima, à Shikoku. Donc ça peut être aussi un itinéraire où tout se recoupe et tout peut se faire facilement en voiture. Il y a un classique à côté duquel on ne peut pas passer, ce sont les Alpes japonaises, une des destinations phares à faire en voiture au Japon, que ce soit d'ailleurs de la part des Japonais et Japonaises ou des touristes étrangers. Attention à la saisonnalité puisque l'hiver existe au Japon et donc il y a des routes enneigées puisque vous allez
être sur des zones plus hautes en altitude et donc avec potentiellement de la neige. Donc il faut s'équiper pour. Si vous louez par exemple votre voiture, je dis au hasard à Osaka, eh bien ils ne vont pas forcément penser que vous allez jusque dans les Alpes et donc pas forcément vous fournir le matos ou vous le proposer peut-être. Donc oui, c'est bien à vous de vous renseigner en amont. Oui, il faudra avoir les pneus neige et tout ce qui va avec. C'est comme à Hokkaido, si vous y allez l'hiver, vous conduirez sur la neige. Et tout, exclusivement quasiment sur la neige. Après, c'est des destinations qui, sur place, les routes sont ouvertes, les déneigeuses fonctionnent, etc. C'est des régions qui sont habituées à gérer ça toute l'année. Mais c'est de la conduite sur neige. Et souvent, la porte d'entrée pour les Alpes japonaises, c'est Kanazawa. Donc, vous pourriez louer une voiture depuis Kanazawa et ça reste une petite ville. Donc, c'est assez facile de s'y retrouver sur place. Vous n'êtes pas dans Tokyo à devoir traverser des autoroutes aériennes, etc. Oui. Sinon, voilà, vous préférez l'été et l'automne pour conduire au Japon dans les Alpes japonaises. Le paysage est magnifique et vous n'aurez pas de neige à gérer. Et comme ça, pas besoin de se soucier de son retour de randonnée. Vous vous garez dans des parkings spécifiques, vous faites votre rando, vous revenez à votre hébergement, vous prenez votre onsen et vous êtes tranquille. Vous n'avez pas besoin de respecter des horaires de bus et ça, c'est très confortable. C'est vrai, Charlie. Une autre grande île qui se montre adaptée à la voiture, c'est Kyushu. Vous avez beaucoup d'itinéraires qui existent aussi pour la moto, puisqu'on est sur des distances qui sont plus grandes entre les villes, il y a moins de monde, et on va traverser la campagne japonaise, passer dans des zones volcaniques et tout, donc on a des routes scéniques qui sont assez jolies et qui fonctionnent bien. On peut se rendre donc au pied des volcans comme le mont Aso ou Unzen, et aussi, surtout, tu le disais tout à l'heure, aller dans son onsen dans les Alpes japonaises, aller aussi dans les stations thermales de Kyushu, qui sont, dont les plus belles sont perdues au milieu de la nature et donc vraiment accessibles de façon beaucoup plus facile en voiture. On pense à Kurokawa Onsen, qui est l'une des plus belles stations thermales du Japon. Et du côté pittoresque, on peut penser à Tsuetate Onsen, qui est une ancienne station thermale un peu rétro, un peu oubliée, et qui est très jolie à visiter. Et ça, c'est vraiment des choses à faire en voiture. Sinon, c'est vraiment prise de tête en train ou en taxi. Et le long de la mer du Japon, du côté de Motonosumi, Inari ou encore Shimane, Tottori, Izumo ou Matsue, eh bien, il y a tout le littoral de cette partie nord qui se propose à vous dans la préfecture de Kyoto. Oui, vous pouvez aller jusque dans la préfecture de Kyoto, jusqu'au littoral Kyotango. C'est vraiment des choses qui sont faciles à faire en voiture. Et si vous voulez continuer de ce côté-là, vous pouvez aller jusqu'à Fukui. Ou alors retourner à Kyoto en faisant d'abord le tour du lac Biwa dans la préfecture de Shiga. Ce sont toutes des régions qui sont un peu plus rurales où conduire est plus facile et vous êtes comme le long d'un littoral, vous n'avez pas de dénivelé, vous n'êtes pas en pleine montagne, donc c'est plutôt des routes longues où vous avez le paysage à observer et vous pouvez faire plusieurs stops dans toutes les villes qu'on vous a citées. C'est aussi facile à faire et là vous êtes dans le Japon de l'envers, donc c'est pareil, il n'y aura pas trop de surtourisme, voire pas du tout. Ouais. Ensuite, on va encore vous citer le Tohoku comme région en fait à faire hors des sentiers battus et aussi très adaptée pour conduire puisqu'on est sur, c'est pareil, des plus grandes distances, moins de monde et donc plus facile à faire. Attention aussi l'hiver à la neige, le Tohoku reste aussi concerné par les températures négatives et la neige et le verglas, donc on fait plutôt ça l'été ou à l'automne. Dans les choses à citer, on peut remonter tout ce qui est la côte Sanriku jusqu'à Hachinoe, donc là où il y a eu en fait le grand tremblement de terre de Fukushima, donc c'était le long de cette côte. Aujourd'hui les routes ont réouvert. Sachez qu'il y a encore quelques tremblements de terre dans la région, notamment il y en a eu ces derniers temps, mais bon ça reste de toute façon une région sismique, mais c'est très joli à remonter. Il y a des panoramas sur le littoral, sur la côte, et Hachinoe est un port très mignon à faire toute l'année. Vous pouvez aussi aller du côté de Aomori et en profiter pour visiter toute la baie de Mutsu, donc qui est tout au nord du Tohoku, aller au parc national Towada Hachimantai, plus facile à faire en voiture. Pareil pour Hirosaki et sa région, donc vous visitez la petite ville, le château, puis après vous allez voir, il y a des montagnes, il y a des plaines, il y a des cultures de pommes, etc. Ça peut être facile à faire en voiture. Et dans la préfecture d'Akita, on peut vous recommander Kakunodate et ensuite en profiter pour monter jusqu'au lac Tazawa et aller vous reposer dans les bains de Nyoto Onsen. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être faites en voiture. Alors là, on est plus sur de la conduite de montagne. Tout ce que je vous ai cité à Akita, c'est un peu plus de la conduite de montagne, mais c'est aussi
aussi très sympa à faire comme road trip 100% japonais. Et si vous vouliez d'autres images d'Épinal, dans la région des 5 lacs, vous pouvez prendre votre véhicule pour aller au mont Fuji en voiture. Donc c'est toujours quelque chose qui va marquer, le fait de conduire au pied de cette montagne sacrée. Tout autour d'ailleurs il y a la plaine, donc le mont il est encore plus fulgurant. Et il y a cette présence donc très présente. Du volcan. Très sacré, ouais. Très imposante, oui. Donc vous allez en profiter même en conduisant, ce qui n'est pas le cas lorsque vous prenez le train. Si vous êtes placé du mauvais côté du train et qu'il y a un peu trop de nuages, eh bien vous ne verrez pas le mont Fuji. Oui, puis dans ces cas-là, si vous prenez la voiture, allez faire les versants du mont Fuji qui sont moins touristiques, donc les versants sud et ouest. Visitez vraiment les 5 grands lacs voilà, partez de Kawaguchiko puis allez faire les autres. Et vous verrez, il y a des fois beaucoup moins de monde, c'est beaucoup plus tranquille et c'est vraiment sympa aussi. Et vous verrez toujours le mont Fuji qui se voit vraiment quand il est dégagé, même il se sent en fait physiquement sur place. Dans les alentours de Tokyo, si vous voulez faire une journée d'excursion en voiture, vous louez la voiture pour une journée pour changer un peu du train. Vous pouvez descendre jusqu'à la péninsule de Miura. Donc elle est pas très loin, elle est au sud de Yokohama. C'est une péninsule où vous changez complètement d'ambiance, vous sortez de la ville, elle est très rurale. Vous arrivez par Yokosuka, vous descendez en fait tout au bout de la pointe de la péninsule avec la ville de Miura, c'est un port, et vous pouvez remonter de l'autre côté où vous avez le côté un peu plus plage avec Hayama et Zoshi. Sachez que c'est vraiment une péninsule un peu oubliée, mais qui change complètement d'atmosphère et d'air le temps d'une journée. Sachez que vous n'êtes pas très loin du coup de Kamakura et de la côte du Shonan, puisqu'on est dans cette zone-là, donc vous pouvez même continuer, si vous continuez Zuchi et que vous continuez la côte, vous arrivez à Kamakura, et ça peut vraiment être une à deux journées très sympa à faire. Toujours autour de Tokyo, on retrouve la péninsule d'Izu avec l'arrivée en train et on peut descendre la botte ensuite en voiture jusqu'à Shimoda en passant par Shuzenji. Donc ça c'est quelque chose qui est possible et avec location sur place une fois que vous arrivez de la gare. Oui, la péninsule d'Izu, il y a du train, donc on peut le faire aussi en train, mais vraiment pour davantage de liberté et de point de vue naturel sympa, la voiture ça sert bien. Ensuite, dernière destination qu'on va vous donner, elle est un peu plus insolite, toujours dans la région de Tokyo, c'est d'aller en fait du côté de la baie de Tokyo et d'expérimenter en fait l'aire de repos qui s'appelle Omihotaru, qui est la seule aire de repos d'autoroute au monde située en pleine mer. Vous serez sous l'eau. En fait, il y a une autoroute qui traverse la baie de Tokyo qui va de la préfecture de Chiba sur la péninsule de Boso à Kawasaki, donc dans la préfecture de Kanagawa. Et du coup, roule cette autoroute qui s'appelle la Tokyo One Aqualine Expressway. Et en fait, vous circulez sous la baie de Tokyo. Donc c'est assez impressionnant. Pour tous ceux qui sont atterris à Haneda, des fois, on voit un bout de cette autoroute. En fait, on voit un pont plongé, qui s'arrête au milieu de rien. Et en fait, c'est ici que se trouve l'aire d'autoroute. Donc ça, c'est pour le côté un peu insolite. Et si vous voulez aller en fait visiter la préfecture de Chiba depuis Tokyo sans faire tout le tour et faire du train pendant longtemps, vous pouvez aller directement en voiture. Et puisque quand on conduit sur de longues distances, on va dire qu'il faut s'arrêter à peu près toutes les 2 heures, eh bien les aires de repos au bord des routes que l'on appelle Michi no Eki sont aussi une partie du folklore, on va dire, japonais à avoir. Il y en a un peu plus de 1000 Michi no Eki au Japon et vous trouverez ici des parkings gratuits, des toilettes, des restaurants, des informations sur les sites alentours et surtout des spécialités locales avec des souvenirs régionaux comme on retrouve dans nos aires d'autoroute, mais mieux on va dire, et des produits frais également sont disponibles pour acheter de quoi se nourrir. Oui, c'est des véritables attractions en fait à faire sur le bord de la route. C'est donc des lieux qui ont été désignés par le gouvernement pour servir d'aire de repos dans le but de faciliter les longs voyages. Et donc les premiers Michi no Eki ont vu le jour au milieu des années 90. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment un indispensable et un incontournable d'un road trip au Japon. Ils sont tous différents et certains sont très populaires au niveau local, assez réputés. Genre, on va les visiter parce qu'ils ont tous un aspect, une caractéristique différente. Il y en a, ils ont des bains onsen. Il y en a, ils ont une vue en fait sur un point de vue panoramique hyper joli, et tout comme ça. Donc
regardez sur Internet, renseignez-vous sur certains Michinoeki populaires, mais ils sont vraiment sympas à faire et ça sera jamais glauque. Voilà, Je suppose qu'il y a une tier list qui doit exister quelque part avec des immanquables. Oui, c'est à collectionner. De toute façon, il doit bien y avoir 2-3 tampons sur place pour collectionner. Et c'est vraiment sympa, vous découvrez plein de produits locaux. Des fois, il y a des douches aussi si vous faites des longs voyages. Dans certaines grandes aires d'autoroute, vous avez même accès à une douche et tout. C'est vraiment sympa. Et encore une fois, ce n'est pas glauque comme parfois on peut le trouver sur les routes françaises. Ça, pour le coup, c'est facile à trouver. Et puis, c'est propre. Les toilettes ne sont pas nos toilettes d'autoroute. Vraiment, on est sur un autre standing quand même. Et on terminera en citant quelques routes scéniques, Marjorie. Conduire au Japon, c'est un vrai plaisir. Avec votre voiture automatique, ça va être sans doute très facile. Mais c'est encore mieux quand on le fait sur de beaux endroits où on a des choses à regarder qui ne nous mettent pas en danger lorsqu'on est un peu déconcentré. Et ici, on peut parler de Hiroazaka, qui est le nom d'une paire de routes sinueuses vers le haut et vers le bas, reliant la ville de Nikko et la zone montagneuse du lac Chuzenji. Donc ça, c'est des routes enlacées, c'est somptueux avec des cols de montagne à l'automne et les couleurs qui vont avec, sur le rougeoiement des érables. C'est une portion de la route romantique du Japon qui s'étire sur environ 320 km et traverse 3 préfectures que sont Tochigi, Gunma et Nagano. Oui, sachez qu'il y a plusieurs routes scéniques au Japon. On vous en avait cité une dans le dernier podcast qu'on avait fait sur Ise, et on va vous la redire. La Ise-Shima Skyline, qui est donc la route scénique de la péninsule de Shima, qui conduit jusqu'au sommet du mont Asama à 555 mètres d'altitude, jusqu'au toit de la péninsule. Donc c'est des choses aussi, si vous avez une voiture, profitez-en pour aller faire des routes scéniques. On peut vous en citer 2 autres. Autour à Hakone, vous avez la Hashinoko Skyline, donc la route panoramique qui serpente sur les crêtes des montagnes au-dessus du lac Hashi, donc avec de magnifiques points de vue à voir sur le mont Fuji, sur la baie non loin et sur Hakone. Et puis une dernière, c'est la Shimanami Kaido, qu'on connaît davantage pour la faire à vélo. Donc c'est la route composée de ponts successifs qui vont traverser les petites îles rurales de la mer intérieure. Donc si on la fait très très bien à vélo, mais il faut avoir les jambes pour, on peut aussi la faire en voiture en quai-car pour être raccord avec le paysage, etc. Et s'arrêter dans les petites îles rurales, aller voir les petits commerçants, les restaurants, les choses comme ça, ça peut être aussi très sympa. Et peut-être le seul point à surveiller quand vous faites une route scénique, c'est la météo, puisque ma dernière expérience de route scénique était du full brouillard. Donc voilà. Oui, faites attention si vous voyagez l'été, qu'il y a un typhon, qu'il y a une annonce de typhon. Peut-être ne pas prendre la voiture et attendre le lendemain. Même un gros SUV, la Kékar, non. Oui, ça, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on a tout à l'heure dit, mais ça tombe sous le sens. On ne conduit pas dans l'œil du typhon ou en période de typhon. On fait attention à la météo, évidemment. Et pour conclure notre podcast dédié à l'utilisation et aussi à la location d'une voiture au Japon, on rappelle que la voiture, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire pour un premier voyage, on va dire assez classique, le long de la Golden Route, par exemple, entre Tokyo, Kyoto, Osaka et Hiroshima. C'est quelque chose qui est faisable, mais que l'on va conseiller plutôt pour d'autres destinations, par exemple Tokyo et ses alentours, ou à partir de Tokyo et partir vers le nord, les Alpes japonaises plus au sud. Donc voilà, c'est à vous de voir selon vos envies aussi et vos envies de route. Et on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que si on prévoit plus de routes que de moments pour savourer le Japon, c'est peut-être pas forcément très intéressant non plus de se faire un gros road trip avec beaucoup d'heures de route par jour. Oui, les combinés sont faciles en fait, de faire quelques jours de voiture sans trop se fatiguer et de choisir le train entre les grandes villes et seulement 2 à 5 jours de voiture par exemple dans une région rurale à côté d'une grande ville. Exactement ce que tu viens de dire, Charlie. Mais après, si vous êtes amateur de conduite et que vous voulez faire un 100% road trip, ça se fait totalement avec une bonne préparation, une organisation, un itinéraire évidemment adapté. On ne vous conseillera pas forcément de rester à Tokyo pour votre road trip en voiture, mais plutôt d'aller voir la campagne et la montagne. C'est une occasion de voir un autre Japon, du coup, plus rural, avec des villes moyennes à taille humaine, parfois moins de monde, voire personne, puisque on s'éloigne des villes. Ça peut être aussi plus accueillant parce qu'on va aller traverser des régions qui, elles, souhaitent attirer du monde, qui sont aujourd'hui sous-cotées et qui manquent en fait de force vive. Donc ça peut être vraiment une bonne alternative
alternative au surtourisme et une façon de rencontrer les Japonais autrement. Ce que tu disais tout à l'heure, Charlie, et je suis d'accord, d'éviter par contre de conduire pendant longtemps, ne pas prévoir de grosses distances quotidiennes. Sachez qu'on rappelle, le Japon peut être très montagneux, donc on se dit 30 km c'est pas loin, puis en fait ça dure plusieurs temps. Et vous êtes limité souvent à 100 km/h sur l'autoroute aussi. C'est ça. Donc 2 à 300 km par jour suffisent bien souvent. Le plaisir, il vient surtout des petites routes et des paysages. Le Japon est vraiment agréable en mode road trip tranquille plutôt qu'en conduite rapide. C'est un peu différent du road trip à l'américaine. Il faut plutôt le voir comme des petites sessions de conduite vers un site naturel, une petite ville, un point remarquable, etc. Plutôt que de se dire toute la journée j'enchaîne. C'est moins adapté. Et puis, si c'est possible pour vous, on vous conseillera de choisir une petite voiture. C'est moins cher et plus pratique sur place. Notamment donc, pour se garer dans les villes. Souvent, les parkings sont étroits. Pour rouler dans les montagnes où les rues sont aussi étroites. Une compacte hybride de type Toyota Yaris ou Aqua est parfaite en fait pour faire un petit road trip au Japon. On ne prend pas forcément de gros SUV non plus à l'américaine. Oui, ce que j'allais dire, aux États-Unis, c'est souvent un peu le moment où on peut se louer, se faire plaisir, soit avec une grosse marque de voiture assez onéreuse, soit un gros SUV, et puis il y a des pick-up absolument partout. Là, c'est pas le cas et ce sera pas du tout pratique, on va dire, de louer un véhicule vaste, quoi. Même pour vos valises, vous avez largement la place dans ces véhicules japonais, ce sera très bien. Ou alors vous vous concentrez sur Hokkaido, qui est, on va dire, l'île qui peut le plus accepter de grosses voitures à l'américaine. Et tu nous disais aussi que la voiture, c'est un bon moyen d'aller dans les zones rurales et puis de voir justement des gens qui sont contents d'accueillir des touristes étrangers. Et vous verrez aussi à quel point le Japon s'est dépeuplé dans ses campagnes. Vous verrez des routes entières assez, ou même des villes autour des campagnes qui sont assez dépeuplées. Donc ça, ça fait partie du voyage. Si vous voyez personne quand vous arrêtez dans un endroit, il y a parfois très très peu de monde. Oui, c'est courant. Mais ça fait partie aussi du Japon. C'est le Japon. C'est ça. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se stationner n'importe où, parce que vous aurez le papy qui va vous voir. Oui, d'ailleurs, le papy que j'ai vu, c'est vrai que j'ai vu dans une ville qui était absolument dépeuplée. C'est ça, en fait, il cherchait du contact humain. Et on en a eu. Tous les deux. Et dernier point, avant de vous laisser, c'est de retenir la traduction de permis est à faire en avance. Et si vous passez par une agence, rappelez-vous que c'est quelqu'un sur place au Japon qui fera la démarche pour vous. Donc c'est normal, si ça prend du temps, c'est pas quelque chose qui se fait en quelques clics de la part de l'agence et puis on vous prend vos sous, pas du tout. Il y a toute une démarche administrative qui est imposée par le Japon. On ne peut pas faire autrement que de faire ça sur place. Donc tout ça c'est normal et les documents peuvent vous être envoyés à votre domicile ou à votre hôtel. Ça c'est à vous de voir avec l'agence que vous allez sélectionner et selon le moment où vous avez besoin de votre voiture. Si c'est à l'aéroport, c'est bien de l'avoir en avance. Oui. Et surtout, n'oubliez pas ce document parce que c'est le seul dont vous aurez besoin sur place. Oui, prenez une agence agréée par la JAF comme Keikaku pour être sûr que que ça ne soit pas en fait une arnaque. Donc on prend une agence agréée par la JAF. Vous avez des listes de noms sur le site officiel du tourisme JNTO qui peut vous expliquer. Et puis comme ça, vous êtes sûr que vous donnez votre argent aux bonnes personnes. Et je viens de dire que c'était le seul document. Non, ce document est forcément obligatoire, en plus de votre permis de conduire original en physique et du passeport en physique aussi. Avec votre petit tampon d'entrée sur le sol japonais. Eh bien, merci beaucoup pour avoir participé à ce podcast avec moi, Marjorie, de toutes ces recherches que tu as menées pour nous mettre un document le plus à jour possible et que l'écoute puisse se faire encore pendant très longtemps. Si vous avez prévu de faire votre road trip en voiture, eh bien, on espère que ce podcast va vous aider au mieux et que vous enverrez des petits souvenirs, en tout cas des petites photos ou un petit commentaire. Ça nous fera très plaisir. Oui, merci d'avance. Et donc on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast qui sort généralement chaque mercredi du mois. Merci pour vos commentaires sur les réseaux sociaux et pour le partage des vidéos. N'oubliez pas que l'on est aussi disponible sur YouTube. Donc si vous nous écoutez, que ce soit un peu sur les streamings, un peu sur le streaming de YouTube, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce sur YouTube parce que on est très peu présent là-dessus vu qu'on n'a pas de vidéo animée, on va dire, dessus. Donc c'est normal que ce soit pas un format qui fonctionne sur YouTube, mais ça aidera toujours la chaîne à être connue aussi de ce côté-là. Donc merci encore à toutes et à tous et à très bientôt. Salut Marjorie. Au revoir Charlie, merci. Au revoir.
Retrouvez plus de voyages au Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.